Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Da-da-dum, da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Ça, ils vont le diffuser, vous voyez, je vais avoir l'air Je bête. vous l'avais dit. Mais on m'écoute pas. Alors voilà. Vous prenez pas de coups de soleil? Non, je prends le soleil, mais pas des coups de soleil. Ah, c'est bien. On vient de presser le jus de pamplemousse. Eh bien, c'est une sage précaution. Bon, c'est du rose. Je ne sais pas Vous si c'est savez du que rose ou du jaune. que je suis fou d'agrumes, de vitamine C. Mais depuis longtemps? Naturelle, depuis toujours. Et pourquoi? Je sais pas, c'est un goût d'enfance, je sais pas quoi. J'aime beaucoup les agrumes. Mais du coup, il y a Et des j'en petits bois pépins. tout le temps. Merci. Vous allez faire... Il y a des Non. petits pépins. On les avale, on dit rien. Bon, alors on trinque. On trinque... je sais pas si on trinque au jus de pamplemousse. C'est très bien. Bon. On trinque à quoi? À votre émission, que Bon, ça très marche bien. bien, qu'on dise des choses intéressantes, si on peut. Vous avez hésité avant de me dire oui? Non. C'est pas facile quand même. Je sais que vous êtes quelqu'un de pudique. C'est pas facile de parler de son Je enfance. Je n'ai aucune intention d'être impudique. Aïe. Mais c'est très facile de parler de mon enfance parce que c'était très bien. C'était des gens très bien, dans un pays très beau. Et moi, j'ai toujours refusé d'être élu ailleurs. François Bayrou est né à Bordère, un petit village du Béarn. Depuis toujours, c'est ici qu'il vient se ressourcer. J'habite toujours le village où je suis né. Et... C'est une étrange destinée, n'est-ce pas? C'est une vie, c'est une tribu, c'est une saga, aussi loin que remontent mes ancêtres, sauf un Irlandais exilé à cause de la famine il y a 2 siècles. Non, je savais pas. Et il est venu faire souche chez moi, c'est la souche de ma mère, et c'est pourquoi j'ai 2 enfants roux. Sur les 6. Sur 6. Ouais. 6 enfants. Incroyable. Pourquoi Vous avez eu incroyable? tout jeune. Parce que de nos jours, c'est rare. De votre génération, c'est rare, hein, 6 enfants. Oui, Bah si, on va pas se ben, mentir. c'est parce que c'est rare que c'est cher. Vous êtes marié super jeune. 20 ans. 20 ans. Et pourquoi vouloir se marier si jeune? Ben, peut-être à l'époque, la contraception n'était pas tout à fait ce qu'elle est devenue. Elle était enceinte? Oui. Kiss me, queen. Kiss me hard. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on a 20 ans et qu'on doit se marier le lendemain? Moi, j'avais rien de particulier dans la tête. Je trouvais que c'était une aventure assez drôle, un peu surprenante, inattendue. Ma femme, elle, je pense qu'elle se disait, si ça marche pas, je me casserai. Vous parlez béarnais? Oui, bien sûr. Couramment? Oui, bien sûr. J'ai toujours parlé en béarnais aux bébés et aux animaux. Qu'est-ce que vous leur dites? Les petits mots amoureux qu'on dit aux animaux. On dit des petits mots. Alors, imaginons, je suis votre jument préférée. Vous êtes sûr que vous allez passer ce passage-là? Parce que, là, donc, vous n'êtes pas ma jument préférée. Bah, imaginons. J'aimerais bien savoir ce qu'on dit comme petit mot, sa jument préférée. Ben, on dit tu es belle, oui tu es charmante, tu vas être une championne. Alors, ça fait quoi en béarnais? Qu'est-ce Beroy, qu'est-ce Bazesta, qu'est Bas Gagna, tout ce qui Basboul et Gagna, toutes ces choses. Rien ne prédestinait ce paysan du Béarn à créer son propre parti, à devenir maire de Pau, député européen et candidat à l'élection présidentielle. Vous n'étiez pas super bon en classe, je crois, quand vous étiez petit. Enfin, vous étiez pas bon super sans travailler. travailleur, voilà. Vous étiez bon sans travailler. Marie-Gabrielle Moncey connaît François Bayrou depuis 1961, à leur entrée en classe de 6e. Elle se souvient d'un petit garçon qui sortait de l'ordinaire. Il était plus petit que nous puisqu'il avait un an d'avance quand nous sommes rentrés en 6e. Mais étonnamment, il avait une richesse intérieure et des connaissances que nous n'avions pas. Il avait toujours une idée sur quelque chose et c'était assez étonnant, assez passionnant. Je crois que les professeurs voyaient en vous une rébellion qui n'existait pas, c'est ça? Je pense que j'étais collé parce qu'ils voyaient dans mon regard une insoumission, on va dire. C'était pas toujours vrai, mais de toute ma vie, je n'ai pas pu respecter la puissance affichée, les galons sur les épaules. Je n'ai pu respecter que les gens que je voyais sous les galons.
Et je pense que ça se voyait dans mes yeux. C'est-à-dire que vous êtes rebelle au système établi, au caste. Je suis rebelle au caste et je suis rebelle aux gens qui estiment normal d'être supérieurs aux autres. À cause de leur argent ou de leur pouvoir. À cause de leur argent, de leur pouvoir, de leur situation, de leur nom, de leur histoire. Je suis incapable d'entrer dans ce jeu. Et j'étais incapable tout petit. C'est bizarre qu'un tout petit garçon soit comme ça. Mais de la même manière, j'ai jamais pu voir un grand s'en prendre à un petit sans sauter sur le grand. Et me faire casser la figure assez souvent. Mais vous y alliez quand même. Y aller, même quand on est sûr que ça peut mal finir, c'est une partie de moi-même. Vous mettez là le doigt sur quelque chose qui est vrai. Même en politique. En tout. Ça m'a joué des tours. À l'origine de son engagement politique, un sentiment d'injustice ressenti depuis l'enfance et qui ne l'a jamais quitté. J'ai souffert, sans doute, du regard des autres sur mes parents. Vous aviez quel âge? Tout petit. J'ai senti très tôt, instinctivement, qu'ils n'étaient pas respectés à la mesure de ce qu'ils méritaient. C'est parce que j'ai croisé assez souvent cette condescendance-là que j'ai jamais lâché. C'est pour ça d'ailleurs qu'un de vos héros, c'est Robin des Bois. Moi, je trouve que ça vous ressemble. Oui, ça ressemble un peu. Oui. C'est pas à cause du collant, quoi. C'est l'idée de défendre. Non, je pourrais porter le collant, j'imagine. J'ai jamais essayé, je dois vous dire. Mais cette idée de se mettre avec les pauvres et les méprisés et de gagner pour les rétablir dans leurs droits. Et que Richard Cœur de Lion va venir parce que, voilà. Oui, ça ressemble un peu à ce que la vie pourrait être si elle était bien. Mais c'est bizarre que vous soyez au centre. Vous auriez pu être un Mélenchon. Je comprends très bien. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, Jean-Luc et Jean-Luc. Hein, il arrive François, souvent qu'on parle, Mélenchon et moi. C'est vrai? Ouais. Parce que, vous voyez bien, il y a quand même, il y a des points communs. au-delà de toutes les différences, il y a des points de rencontre. Ouais. La plus grande richesse que ses parents ont transmise à François Bayrou est sans doute la passion de la lecture. À la maison, il y avait la religion des livres. J'ai passé ma vie à lire. Et dans la lecture, il y a tout. Dans les livres, il y a tout. Vous savez, je vais vous faire rire, c'est la vérité. Il m'a fallu très longtemps pour apprendre qu'on ne lisait pas à table. Ah, que ça ne se faisait pas dans la bonne société? Chez nous, l'attitude habituelle à table, c'était que tout le monde avait un livre. Et encore maintenant, quand je rentre tard, tout seul le soir, après des réunions, que tout le monde dort dans la maison, d'être à table avec un livre, et si possible, un bon fromage et une bouteille de vin. Vous buvez du vin quand même? Oui, ça m'arrive, oui. Ah, il n'y a pas que du jus de pamplemousse dans votre vie? Il n'y a pas que du jus de pamplemousse dans ma vie. Il y a un talent que vous avez parmi d'autres, hein. C'est que comme vous êtes très érudit, très cultivé... Non. J'ai lu 2 ou 3 livres. Oh, ça va. Mais non, c'est agrégé, Oui, mais professeur je de français, Oui, latin, bon, grec, voilà. vous avez écrit des livres, vous lisez toute la Oui. journée. Oui. Et surtout, on va voir qu'effectivement, vous avez lu 2-3 livres. Il paraît que parmi vos talents, François, je peux vous appeler François? Oui. Non, vous au fait, Là, on c'est ne s'est mon pas nom. dit. Oui, mais bon. C'est mon nom. Oui, mais vous avez un statut aussi. Non, je n'ai pas de statut. On peut s'appeler François. Oui, bien sûr. Enfin, moi, c'est Karine. Pas François. Il paraît que vous connaissez les débuts de certains poèmes ou de certains livres. Oui, pourquoi les débuts? Oui, je connais des poèmes par cœur, oui. Beaux endormis. Oui. Vous pouvez... Alors, parce que moi, je ne les connais pas, hein, donc je les ai fait imprimer. Est-ce que vous pouvez me Mais dire... vous aviez qu'à me faire confiance. Je fais la maîtresse, sans les lunettes. Alors, François Bayrou, Beaux endormis, c'est parti. Bose s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blé et d'orge. Il était quoique riche à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'y avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Bose était bon maître attendez, et fidèle. je ne sais pas combien de... Je peux, voilà. Je peux vous le faire en entier, oui. Oh, la vache, jusqu'au bout. Oui. Alors, les essais de... Alors, Les essais de Montaigne. Oui. Ceci est un livre de bonne foi lecteur. Est-ce qu'il y en a Non, mais- une dont vous vous souvenez? Mon père,
tout le temps, il disait que c'était le plus beau début de roman qu'il ait trouvé. C'est Salammbô Je l'ai là. qui dit c'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Parfait. Votre père vous récitait des poésies. Oui, Il vous les apprenait? tout le temps, oui. Pas qu'il me donnait des devoirs à faire, parce qu'il était très bienveillant et libéral dans sa manière de transmettre les choses. Et très affectueux, en fait, sous des dehors un peu bourrus. Quand on faisait le foin, il me faisait réciter des poèmes. Et il parlait d'histoire, et voilà. Mais vous aviez quel âge? Tout petit. Tout petit. Lorsque mon père est mort, il s'est tué dans un accident du travail. Et c'était vraiment très, très lourd. Très... bon, très méchant. Je suis entré dans sa chambre et sur sa table de nuit, il y avait l'Apologie de Socrate de Platon et Réflexions sur la question juive de Sartre. On m'a dit que l'une de vos grandes émotions, c'était justement le discours que vous avez prononcé quand vous avez été élu maire de Pau. C'est pour moi une émotion très grande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette boule d'émotion remonte? De toute façon, rien que de l'évoquer, vous avez les yeux qui brillent. Il s'est passé une chose très, très simple. Je suis entré dans la salle où tout le monde était, comme vous savez, le soir de victoire. Et puis, mon regard a accroché ma sœur au fond de la salle. Là, tout d'un coup m'est remontée une phrase de Marcel Pagnol que j'aime beaucoup. Un jour, on lui a demandé d'inaugurer une école Marcel Pagnol à Marseille. Et vous savez que son père avait été directeur d'école à Marseille. Et il a eu pour commencer son discours, cette phrase absolument géniale et qui m'est remontée et qui a collé à la situation. Il a dit « Je suis très honoré d'inaugurer une école qui porte mon prénom et le nom de mon père. » Et c'est ça qui est remonté. C'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que c'est ce que vous avez pensé. Voilà. Et donc ça m'a donné cette boule d'émotion là qui a tout d'un coup m'a fait m'arrêter de parler. Lui qui avait été maire. Mon grand-père aussi. Et votre grand-père aussi, mais pas de Pau, du village. Hein. Oui, du village, Ouais. bien sûr. Au fond, c'est sa revanche. Ça aurait été sa revanche. D'une certaine manière, une reconnaissance, pour pas dire une renaissance. La plus grande douleur de François Bayrou reste la perte de ses parents, comme en témoigne son ami Jean-Paul Brun. Lorsque son père est mort, il était tout frais, diplômé d'agrégation de lettres. Son père travaillait au foin, il est tombé, il est mort. Il y a quelques semaines, il m'a dit, quand je pense que ça fait 42 ans aujourd'hui que mon père est mort, et c'est une mort dont il ne, je crois, ne s'est jamais vraiment remis. Est-ce que vous les invoquez parfois? Vos parents, par exemple? Je leur parle. Tous les jours? Non. Ah oui, oui. Ouais, à l'intérieur de moi, oui. Si je peux faire une confidence, je crois que les morts ne sont pas morts. Qui viennent en nous? Ils sont Je au-dessus? crois qu'ils ne sont pas morts. C'est pas que je pense. Je ressens que les morts ne sont pas morts. Parce que tout ça, toutes ces longues histoires, toutes ces aventures, tous ces risques, toutes ces épreuves, si ça s'arrête sur le néant, alors non seulement c'est triste, mais c'est absurde. Non, parce que vous êtes aussi la continuité de ces gens-là. Eh oui, non, mais je pense qu'on est la continuité, mais je pense aussi que ils sont vivants et que parfois ils sont agissants. Carrément. Pas tout le temps. Si bientôt vous êtes élu président de la République et que je vous permette de téléphoner à quelqu'un, vivant ou mort, la première personne à qui on a envie de dire... J'ai pas besoin de téléphoner. Bon, alors, Ils sont tous au bout du fil. bon, nous allons passer au salon. Si vous le voulez bien. Allons-y. Et je vais prendre la carafe. Hop. Alors, venez.
Et Guidez-moi. je vous guide jusqu'à l'entrée. Sans mais faut vous pas casser qu'on- la figure, Oui, parce ça que suffit. Hein. Vos Ce talons petit esprit méchant. sont des échasses, donc c'est un Mais risque. j'essaie d'être en fille. Sentez qu'il y a des gouttes d'eau. Ah, ben voilà, on rentre au bon moment. La personnalité et le parcours de François Bayrou ne seraient sans doute pas les mêmes s'il n'avait pas été confronté à un trouble de la parole dans sa petite enfance. Et on l'appelait Shex, c'était son surnom. Comme il avait son problème de bégaiement et qu'il n'arrivait pas à dire Shakespeare, ben écoutez, Shakespeare, et c'est resté. Il n'en a jamais parlé, il en souffrait certainement. Vous étiez un grand orateur quand vous étiez enfant. Oui. C'est vers 6-7 ans, c'est ça? Et un jour, le bégaiement, je ne sais pas si on dit vous a frappé. Oui, Ça a duré longtemps. ça dure encore. Ça s'entend plus. Non, mais enfin, moi, je sais que... Ça veut dire que quand vous anticipez encore les mots avant de me Oui. les dire? Je vous sens tellement spontanée. Eh ben oui, mais être spontané, c'est-à-dire traduire de vraies émotions, ça n'empêche pas de trouver les mots qui s'accordent et qui ont la belle musique. Et qui, oui. En quoi ça vous a construit? Tout ça, c'est des blessures. Hein. Ça vous donne une attention aux autres qui fait que, en tout cas moi, il m'est impossible de me moquer d'un faible. D'un fort, oui. Au fond, vous êtes un résilient. Je pensais que c'était l'ascenseur social, mais c'est pas que ça. En fait, vous êtes un résilient. Vous avez pris force, comme un marchepied, sur chacune des blessures que vous avez traversées enfant. Et adulte. Ça arrive, les blessures de l'âge adulte aussi. Hein. Oh, ben là, c'est de l'amour. Pas seulement, mais Les trahisons. la politique, voilà. Mais ça, vous les avez cherchés. Quand on rentre Non. en politique, on sait qu'on va être trahi. Oui, enfin bon. Non, on ne sait Mettons- pas quand on rentre en politique qu'on va être trahi. L'idée que je me faisais de la politique, c'était plutôt de la loyauté, de la fidélité et de l'engagement. Et que on était compagnons, camarades, amis. Quand j'avais 20 ans, je pensais ça. Ah oui. Après, j'ai découvert que ce n'était pas exactement ça, mais la vérité est que je m'en fiche. Père de 6 enfants et grand-père de 21 petits-enfants, François Bayrou établit un parallèle entre chef de famille et chef d'État. L'idée fondamentale, quand vous êtes à la tête d'une famille ou dans une famille, c'est qu'il faut que les gens, aussi différents qu'ils soient, puissent vivre ensemble. Vous pensez qu'on peut éduquer sans autorité? Je n'ai pas dit sans autorité. Non, mais je vous demande. Je pense qu'on peut éduquer par la compréhension. Je vous parle de ça parce qu'en matière d'autorité, il y a eu un événement public dans votre vie qui a changé, mais en bien les choses aussi dans votre image. C'est quand un enfant a fouillé votre poche et vous lui a donné une claque. Oui. Un minimum de respect réciproque. J'étais candidat à l'élection présidentielle. Donc D'accord. on avait une réunion avec la maire de Strasbourg qui s'appelait Fabienne Keller à l'époque. On sort de la mairie, il y avait un attroupement. On était montés dans la voiture. À ce moment-là, jaillissent des insultes à Fabienne Keller sexuelles horribles. Et donc mon sang n'a fait qu'un tour. Et donc je suis descendu. Je suis allé droit à ce groupe. J'ai dit, on ne parle pas comme ça aux femmes. C'était quoi, genre salope, tout ça? C'était pire. Pute? Et donc, non, c'était pire. Et ça donc, peut être pire. c'était très tendu. Et tout d'un coup, machinalement, comme je fais, je passe je sens, je trouve la main d'un garçon dans ma poche et je lui ai donné une claque. Pas une claque méchante, hein, une tape. Et donc... Puis il y avait le père qui était à côté. Et le père qui était là, qui était le responsable du petit groupe, qui m'a dit, chez nous, on ne tape pas les enfants. J'ai cru qu'on allait avoir un affrontement physique. Et je lui ai dit, monsieur, si mon fils, vous avez fouillé les poches, je vous serais reconnaissant de lui avoir donné une tape comme ça. Ça l'a calmé forcément. Et ça a calmé la chose. Et ça a fait le tour de la planète. Je disais, j'ai reçu des milliers de lettres, 90% approbatrices, et ce qui était le plus émouvant, de la part de parents immigrés, qui disaient, nous, on nous interdit de faire ça, parce qu'on avait répandu chez les enfants l'idée qu'il fallait appeler SOS violence. C'est vrai. Hein. Et donc,
Pour eux, qui venaient de milieux dans lesquels, évidemment, tout ça n'existait pas, c'était incompréhensible. Cette société qui les, au fond, ils le ressentaient comme ça, qui les empêchait d'éduquer Peut-être leurs selon enfants. leurs Alors, habitudes. je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut donner des claques pour éduquer des enfants. Non, je comprends. Non, mais stigmatiser des voilà, choses qui paraissent anodines dans voilà, certaines populations, je c'est les pense faire que... passer pour des sauvages. Voilà, c'est exactement oui. ça. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. Vos 6 enfants ont fait des études de malades. Vous aussi, ceci dit. Qu'est-ce que vous voulez dire de malade Hors normes. Polytechnicien, diplomate, médecin, vétérinaire, chercheur, tous ont fait des études extrêmement brillantes par rapport à la moyenne des Français. Oui. Comment est-ce que vous avez fait? Parce qu'en plus, vous n'étiez pas là. D'abord, enfin, 2 choses. 1, comment ma femme a-t-elle fait? Voilà. Comment a-t-elle fait? C'est quoi son secret? Ah, je crois qu'elle les aimait beaucoup. Du tout, moi j'aime bien ma fille aussi. Oui. Et puis, à la maison, on a vécu dans les livres. Mais quand vous dites « vous n'étiez pas là », c'est vrai physiquement, mais j'étais là quand il fallait, même follement, même dans des moments un peu fous, même de manière un peu folle. Dans les années 2000, la famille Bayrou traverse une épreuve difficile. On a eu une fille qui va très bien aujourd'hui, qui est maman, qui est brillante, hein, qui a été très malade, qui a fait une anorexie. Pendant longtemps? Oh, ça a bien duré 2 ans, oui. Et donc, un jour, elle a été hospitalisée. Vous savez, c'est des hospitalisations C'est qu'elle est autoritaires. descendue très bas, alors. Oui, très bas. Ce type d'hospitalisation consiste à couper les liens avec la famille. C'est-à-dire que tant qu'on ne remange pas un petit peu, qu'on ne prend pas un petit peu de poids, on n'a même pas le droit de téléphoner au sien. Rien. Et j'étais très, 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 très bouleversé. Et elle venait d'être hospitalisée, ça faisait peut-être 8 jours ou 10 jours. Et j'ai persuadé une infirmière de lui faire passer le message que je faisais une émission de télévision et que je lui dirais quelque chose. Et je lui dis quelque chose. Alors, personne n'a dû comprendre. Je lui ai dit, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Et je lui ai parlé. Et d'ailleurs, je crois que vous avez partagé ça un jour avec Jacques Chirac. Oui, c'est tout à fait juste. C'était le jour de son hospitalisation d'office. Et j'avais rendez-vous avec Jacques Chirac et je suis entré dans son bureau et il m'a dit « Ah, comment ça va ?» Ah, comme il faisait mécaniquement. Et je lui ai dit « Ça va très mal. » Et je lui ai raconté ça. Et comme il avait traversé si difficilement la même chose, peut-être en pire, on a eu, je dirais, 30 minutes de conversation d'homme à homme. De père à père. De père à père. D'âme de père à âme de père. Et j'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit, et j'ai jamais oublié ce moment qui a fait que, quand il a quitté le pouvoir, j'ai dit des choses positives sur lui. À cause de ce que vous êtes dit là, ce jour-là? Et je sais que Nicolas Sarkozy a dit que j'avais perdu des points en ayant dit du bien de Chirac. Lui, vous savez, s'était mis en opposition. Et c'est pour cette raison-là, c'est pour cette conversation-là. Et puis, en sortant, il m'a dit « Tu veux qu'on parle politique 5 minutes ?» Vous comprenez cette phrase? Ça veut dire, toutes les autres fois où je t'ai vu, c'était pour faire semblant. Et la conversation a été celle-ci. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec les idées ?» Ah oui? Parce que la politique, c'est pas des idées. C'est quoi, c'est de la stratégie? Et il m'a expliqué. Il m'a dit « Je vais te dire ce que c'est la politique. » On est en cohabitation, en l'an 2000, cohabitation, Jospin, Chirac, les deux sont hauts dans les sondages. Il m'a dit, le Premier ministre, c'est fait pour que ça ne se passe pas trop mal en France. Et le Président de la République, c'est fait pour représenter la France à l'étranger. Et j'ai dit, ben, tu vois, pour moi, le Président de la République, c'est fait pour donner au pays des raisons de vivre. Et je crois profondément qu'aujourd'hui encore, le problème des présidents de la République que nous avons eu récemment, c'était qu'ils ne donnaient pas au pays des raisons de vivre. Je voudrais que vous me parliez d'amour, François. D'amour. Pas à moi, mais je sais que vous êtes un sentimental. Oui, un peu, oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le verbe aimer une femme? Il y a des vibrations. Ça vibre pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aimerais bien. Persévérer, persévérer.
Et donc, On voit le prof. il y a l'attachement, et puis on a envie d'échanger. C'est ça, aimer, trouvez pas? C'est l'échange. Bah, il y a des fausses notes. Hein. Oui, enfin, ceci en tout cas est mon opinion, et je la partage en tout cas avec moi-même. Est-ce que vous pensez qu'on peut être en politique de la même façon en étant aimé ou en étant profondément seul? François Hollande a dit qu'il voulait être un président normal. Moi, je pense que ce n'était pas une bonne formule. Je pense que la bonne formule, c'est être un président équilibré. Il est très difficile d'être équilibré dans cette fonction, parce que ça monte à la tête. C'est un alcool. Hein? Vous devenez ivre d'une espèce d'hyper-puissance. Et en fait, vous êtes sous. Hein? Moi, je pense qu'il faut être équilibré. Et que la richesse des relations humaines, l'amour, l'amitié, ça apporte à l'équilibre. Ça vous donne une profondeur. Mais la passion, c'est pas équilibrant. La passion amoureuse, c'est pas équilibrant. Là, vous moi, parlez je d'un trouve amour. que ça enrichit. Ah ouais? Ouais. Ah, peut-être c'est étrange. Hein. Vous pouvez être passionné, vous, en amour? J'imagine que oui, comme vous. Ah, moi, c'est sûr. Ouais, C'est mon drame. Persévérer. Si en politique on dit souvent que François Bayrou ne ressemble à personne, dans le cadre privé, il en va tout autrement. On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais... À qui? Comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman là, Ah, Richard Gere. Richard C'est pour ça que c'est votre film préféré? Non, pas du tout. C'est pas votre film préféré? Vous me prenez pour un neuneu à mon tour. Vous imaginez pas que je regarde la télé pour me voir dans un miroir. Non, alors, mais vous aimez Pretty Woman? Oui, bien sûr. Ah, pourquoi? Je vous imagine pas regarder. J'aime Pretty Woman parce que vous savez bien, c'est l'éternelle histoire, c'est Cendrillon, c'est le même. Un peu pupute quand même. Oui, oui, mais bon, disons une Prostituée. femme de mœurs légères. Oui, ça veut pas dire pupute, ça veut dire femme libre. Bon, et donc, enfin, je crois qu'elle était un peu plus que libre. Très légère, quoi. C'est vrai que c'est un petit côté Richard Gere. Ben voilà, vous y venez aussi, vous avez fini par percer le fond de ma nature. Juste pour conclure, François, si vous deviez choisir ce qui est impossible, vous vous sentez plus homme politique ou agriculteur aujourd'hui, à l'aube de vos 65 ans? Je ne peux pas choisir parce que je suis les deux et que je considère que le sel de la vie, c'est qu'on ne soit pas obligé de choisir. Bien. Je veux tout. J'adore. Vous comprenez ça? Ah oui, je suis comme vous, là, ça là-dessus. Voilà. Merci François Bayrou. Merci à vous. Ça va, c'était pas trop douloureux cet exercice? C'était très bien. Bon, parfait. J'aurais bien fait 1 heure de plus. Ah mais... oui, alors ça, les hommes me disent toujours ça. J'aurais bien fait 1 heure de plus. Vous parlez de quel genre d'activité humaine? Persévérer, François. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Da-da-dum, da-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum.